On a déjà fait plein. Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet très important, en tout cas une information très précieuse que je vais te confier. Il s'agit des 3 meilleures activités Montessori que j'ai pu recenser de tout temps, en tout cas avec mes enfants depuis 7 ans à présent, depuis la naissance d'Arthur. Donc je vais t'expliquer tout ça, mais avant ça je vais aller chercher les garçons, donc Arthur et Gaspard qui sont au centre aéré. Et pendant le chemin, je vais te parler de ce qui est à mon sens les 2 prérequis d'une bonne activité, qu'est-ce qu'il faut vraiment, quelles sont les 2 qualités qu'il faut réunir pour que la magie opère lorsqu'on présente une activité Montessori à ses enfants. Et puis aussi, je vais te parler d'une grande erreur que j'ai pu faire quand Arthur avait 3 ans. Voilà. L'erreur que j'ai faite il y a 4 ans, donc quand Arthur avait 3 ans, en 2015, c'est que j'ai voulu lui faire apprendre à lire de manière trop rigoureuse. En fait, j'avais lu dans la pédagogie Montessori que quand l'enfant arrive à 3 ans, en fait, c'est intéressant de pouvoir commencer à lui faire déchiffrer le son des lettres, reconnaître les lettres, etc. Parce que finalement, la période sensible pour le développement de son langage est à partir de 3 ans. Et que du coup, en fait, à l'école classique, quand on attend déjà les 6 ans de l'enfant, il est un peu trop tard. Et finalement, quelque part, on fait partir l'enfant avec un handicap. Donc, je m'étais mise à astiquer, poncer tout ça à des alphabets que je retrouvais dans les vides-greniers ou que j'achetais dans des trucs en bois pas très chers pour pouvoir justement tout les retaper. Et donc j'avais tout poncé, j'avais tout repeint, j'avais tout huilé, pas huilé mais verni, avec des trucs en plus qui coûtaient assez cher parce que je voulais que ce soit ok au niveau de l'écologie pour que si l'enfant le porte à la bouche, je m'étais vraiment pris la tête. Puisque je m'étais tellement pris la tête avec toute cette chose-là, j'avais très envie qu'Arthur il utilise ce matériel. Je le bassinais avec ça. Je lui proposais et je le faisais travailler sur les lettres et tout. Et finalement, en fait, ça lui plaisait pas du tout. Mais en fait, je sautais les étapes à vouloir lui proposer cet alphabet mobile, tout simplement parce que je l'avais créé. Ça ne l'intéressait pas du tout, on partait 3 dans le mur parce que je le sentais bien que ça ne marchait pas. Et en fait, Arthur se déconcentrait, il faisait le pitre. Il jetait les lettres, il faisait n'importe quoi, il me restituait même pas les bonnes choses. Alors qu'au fond de lui, je pense qu'il commençait quand même à déchiffrer en tout cas certaines lettres, par exemple le A, des choses comme ça, surtout des lettres qui sont dans son prénom. Mais en fait, il le faisait pas parce que ça le saoulait. Je le saoulais. Et à ce moment-là, je me suis remis en question, j'ai lâché prise. J'ai fait ok Amélie, c'est peut-être pas le bon moyen de faire, c'est peut-être pas la bonne activité pour ton enfant, c'est peut-être pas le bon pourquoi aussi. Parce que faire utiliser à l'enfant un matériel uniquement parce qu'on l'a créé nous-mêmes, ça n'a aucun sens. Pour ça, il faut vraiment il fallait vraiment que je me remette en question. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai changé mon process, j'ai changé ma façon de faire. En tant que parent, si on n'est pas intéressé par ce que l'on propose à l'enfant, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, le fait de vouloir apprendre à lire et à écrire à l'enfant, l'un des aspects du fiasco, c'est que justement, pour pouvoir... Parce qu'en fait, j'aime pas ça. Je n'aime pas du tout apprendre à lire et à écrire à mes enfants. Et du coup, en fait, pour me donner bonne conscience, pour me motiver moi-même, pour me nourrir d'enthousiasme, je m'étais mis à fabriquer ce matériel. Et donc, en le fabriquant, j'avais très envie qu'Arthur l'utilise. Et en plus, j'avais du coup envie, je me suis dit, vu qu'il a un beau matériel, il va pouvoir le faire. Et finalement, je n'aime pas ça. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Ce n'est pas ma zone de génie. Et j'ai lâché prise. Fabien, évidemment, m'a beaucoup aidé dans cette démarche de lâcher prise. Et finalement, depuis d'ailleurs quelques mois maintenant, en fait, on a délégué cette partie plus formelle de la lecture et de l'écriture aux ateliers Montessori auxquels vont les garçons. Je sais que ce côté-là des apprentissages est vu là-bas et moi je me garde du coup que les parties que j'aime, la science, la biologie, l'histoire, la géographie, la musique, l'art, toutes ces choses-là qui font que j'adore ça et qui donnent énormément de sens pour moi, énormément de sens aux apprentissages. Donc vraiment la condition numéro 1, faire en sorte que toi-même, tu aimes ce que tu vas proposer à ton enfant. Et la deuxième chose, c'est une activité adaptée au stade de développement de l'enfant. Si on reprend mon exemple avec l'alphabet mobile que j'avais fabriqué, le présenter à 3 ans, ce n'était pas du tout adapté à l'enfant. Arthur n'était pas du tout prêt au niveau de son stade de développement à pouvoir accueillir ce genre d'apprentissage, ce genre de matériel et pouvoir commencer à le manipuler. Donc c'était vraiment un double échec et c'est ce qui fait que ça n'a pas marché. Voilà, bon, maintenant j'arrive, je vais chercher les enfants et je te présenterai ensuite nos 3 meilleures activités Montessori.
Alors la première activité que l'on adore chez nous, que l'on va pouvoir présenter à peu près au 1 an de l'enfant, ce sont les cartes de nomenclature. Donc ces cartes de nomenclature, nous en avons plusieurs. Nous en avons sur le corps humain, nous en avons sur les fruits, les légumes, les ustensiles de cuisine, les monuments historiques, mais celles que nous préférons, ce sont celles sur les animaux. Donc en fait c'est très simple, il suffit d'avoir une carte de nomenclature qui va représenter quelque chose et évidemment que l'on va mettre en parallèle avec des objets. Alors ces objets peuvent être réels, notamment avec les cartes de nomenclature sur les fruits et légumes. On va pouvoir présenter des pommes, des poires, des bananes, etc. Et en fait on va aussi proposer à l'enfant un panel de vrais objets, des pommes, des bananes et des poires par exemple. Et l'enfant va pouvoir mettre en paire. Au fil du temps, on va pouvoir dématérialiser le concept et donc avoir en effet ces fameux objets. Ça se passe notamment pour les monuments historiques, pour les parties du corps humain et donc pour les animaux. L'idée et le principe restent simples. L'enfant doit associer une carte de nomenclature à un objet. Donc par exemple, en l'occurrence ici, j'ai le cobra. Voilà, je lui mets par exemple quelques cartes et à la fin, il faut qu'il puisse réassocier les deux. Donc quand ils sont petits, à 1 an, on va vraiment associer avec des vrais objets de la vraie vie courante. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des cartes de nomenclature qui puissent représenter ce qu'on utilise au quotidien. Et plus l'enfant va grandir, plus on va passer donc à des concepts d'objets. En fait, il y a 2 buts directs à cette activité. La première, c'est que l'on va pouvoir développer le langage de l'enfant avec la connaissance de nouveaux mots. Et ensuite, on va aussi lui faire comprendre le concept qu'en fait, un objet réel, une réalité, peut être conceptualisée par un objet. La deuxième activité que nous adorons, ce sont les emboîtements cylindriques. Donc, c'est-à-dire, c'est ce genre de bloc où il y a en fait des cylindres qui ont tous une variante spécifique. Il y a 4 blocs. Moi, ici, j'en ai 2 puisque Constance a 2 ans et demi et que je commence à lui proposer. Il faut savoir qu'à la base, les 4 blocs, l'enfant va pouvoir les manier dans leur ensemble, dans leur entièreté, vers 4 ans, 4 ans et demi. Au début, on y va bloc par bloc. Au début, on n'a présenté qu'un seul bloc à Constance. Et puis après, elle commence à pouvoir manier les 2 à présent, enfin 2 différents à présent. Au fil du temps, on amènera une 3e variante, puis enfin une 4e variante. L'idée avec ces blocs, c'est de pouvoir affiner la discrimination visuelle de l'enfant. Donc en fait, c'est un processus cognitif qui va lui permettre d'améliorer sa vision, enfin son identité visuelle et aussi sa mémoire visuelle. Donc c'est très intéressant. De manière indirecte, ça va permettre à l'enfant de s'impliquer dans une activité, donc plus ou moins longue. Quand il y en a une, je peux vous assurer qu'un enfant qui a 2 ans et demi peut mettre quand même plusieurs minutes à la réaliser. Et puis au fil du temps, plus il y a de blocs et donc la difficulté s'accroît, plus il va devoir y passer de temps. C'est aussi un bon prélude à l'écriture, tout simplement parce que tous les boutons sont des boutons de préhension qui utilisent donc la pince, la même pince que l'on va retrouver au niveau de l'écriture. Ça prépare aussi aux mathématiques, tout simplement parce que là on va pouvoir prendre en compte des ordres de grandeur. Donc par rapport à ça, l'enfant va commencer à comprendre qu'il y a un ordre de grandeur qui peut jouer, et aussi un nombre, aussi le poids, etc. Ça va aussi permettre à l'enfant de travailler sa motricité fine, parce que forcément, pouvoir mettre le cylindre dans le rond, il va falloir affiner et préciser son geste. Et aussi, on va pouvoir développer la volonté de l'enfant à aller jusqu'au bout de l'activité. Donc là encore, on est vraiment dans ce concept d'implication de l'enfant. On lui apprend à se concentrer et à aller au bout d'une activité, notamment par le biais de la répétition. Et enfin, la 3e activité que nous adorons par-dessus tout, ce sont les tablettes de couleurs. Donc les tablettes de couleurs, j'en ai 2 boîtes. À la base, dans la pédagogie Montessori, il y a 3 boîtes. Mais en fait, il faut savoir qu'avec la 2e boîte, on peut reconstituer la première, puisque la première boîte est constituée des 3 couleurs primaires. Donc le bleu, le jaune et le rouge. Donc en fait, l'idée est très simple. Je vais vous montrer. Donc l'idée, par exemple, avec la première boîte, donc on a les 3 couleurs primaires par paire. L'enfant doit les remettre évidemment
par paire tout simplement. Donc encore une fois, on travaille sur la discrimination visuelle, mais aussi sur l'appréciation chromatique, hein, c'est-à-dire voilà, la reconnaissance des couleurs et le fait de nommer la couleur aussi. La deuxième boîte, elle est intéressante puisqu'évidemment, on va avoir de nombreuses autres paires, comme le violet, l'orange, le noir, le vert, le blanc, le gris, le marron, etc., etc. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur un travail de mise en paire. Cette activité, on va pouvoir la proposer à l'enfant dès 3 ans, voire un peu avant. Je vois que Constance utilise déjà énormément cette deuxième boîte de couleurs. Elle n'a que 2 ans et demi, mais elle adore ça. Donc c'est vraiment une activité qu'elle aime. Donc encore une fois, on observe le comportement de l'enfant pour se rendre compte de si oui ou non il aime ça ou pas. Et enfin, la troisième boîte de couleurs, elle est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus grande. Et là, en fait, on a 9 couleurs différentes qui sont en fait en dégradé. Donc par exemple, si je prends le rose, à chaque fois, le rose est décliné en 7 teintes. Donc l'idée va être à l'enfant de pouvoir classer ces 7 teintes du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair, cela n'a pas d'importance. Et encore une fois, de pouvoir, par sa discrimination visuelle, comprendre les nuances. Donc là, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir intégrer le concept de nuance et que l'on va pouvoir décliner sur donc 9 couleurs assez simples. On a le bleu, le gris, le violet, le jaune, le orange, le marron, le rouge, le vert et le rose. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. Ça demande du temps. Franchement, pour pouvoir faire la boîte, la troisième boîte, donc la boîte des 9 couleurs, il faut quand même compter pas loin du quart d'heure pour le faire, même pour un enfant qui maîtrise bien, un quart d'heure, voilà, ça commence à être bien. Évidemment, Arthur va le faire plus rapidement, mais maintenant Arthur a 7 ans. Il faut savoir qu'en général, la troisième boîte de couleurs, on la propose à l'enfant à 5 ans. Là, moi, Gaspard a 4 ans et demi, je commence à lui proposer cette troisième boîte de couleurs et disons qu'il arrive à gérer, allez, 3-4 couleurs. Au-delà de ça, il en a marre, il a envie d'arrêter l'activité, donc on l'arrange parce que le but n'est évidemment pas de frustrer l'enfant, de le dégoûter ou de l'amener à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Comme j'ai pu faire l'erreur il y a 4 ans avec Arthur et la lecture. Voilà pour cette vidéo sur nos 3 activités phares. Évidemment, il y en a des tas d'autres que nous adorons, notamment beaucoup de vie pratique. C'est la vie pratique, ce sont des choses que nous faisons au quotidien, qui ont du sens parce qu'on les intègre dans notre vie quotidienne, mais qui représentent de vraies activités pour l'enfant, comme se laver, s'habiller, se déshabiller, prendre soin de son environnement aussi, arroser les plantes, voilà, plein de petites choses en fait qu'on peut faire et qui vont permettre à l'enfant de développer des facultés, des initiatives ou de l'autonomie tout simplement. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur sur toutes ces activités que l'on peut proposer, notamment sur la période de 0 à 4 ans, 4 ans et demi, eh bien je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien qui se trouve en bio, enfin en tout cas en dessous ou au-dessus de cette vidéo, quelque part il y a un lien qui va te permettre d'aller vers le guide que j'ai créé pour justement comprendre quelle est la posture que tu dois adopter pour pouvoir proposer des choses qui vont intéresser l'enfant, comment faire par rapport au stade de développement, quoi proposer, à quel moment, sous quelle forme. Évidemment, dans ce guide, je donne énormément d'informations sur les activités en elles-mêmes, toutes celles que l'on peut faire. C'est une vraie bible de l'activité en elle-même. Et aussi, la troisième étape d'une activité, c'est le rangement. Pas forcément que la troisième, mais en tout cas, la fin de l'activité, c'est le rangement. Comment faire pour faire ranger l'enfant de manière automatique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on apprend à l'enfant à ancrer le rangement dans un processus automatique. Voilà, donc pour en savoir plus sur ce guide, c'est très simple. Tu cliques sur le lien. Moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de tes enfants.